Je commencerai par situer un petit peu, Agnès Robin l'a évoqué, le pourquoi de cette exposition à Montpellier. Je rappellerai d'abord quelques faits. Vous savez que nous sortons d'une très grave crise sanitaire qui a quelque peu bouleversé la programmation du musée pendant 2 ans, pendant la période estivale. Vous savez, pas d'exposition en 2020, une exposition différée en 2021, donc très perturbée. Et c'est donc la première fois depuis 2019, vous vous souvenez, en 2019, nous avions ici l'exposition Vincent Gulès, où nous pouvons présenter dans des conditions normales une grande exposition estivale qui commence volontairement très tôt pour toucher d'autres publics, en particulier scolaires, pendant la période du mois de mai et juin, et puis bien sûr le public estival cet été. Voilà, donc c'est un événement aussi parce que finalement le musée renoue avec ses fondamentaux, avec la grande exposition inaugurale de 2007, vous vous souvenez, après 4 ans de travaux, le musée avait en 2007 rendu hommage à son fondateur, c'est-à-dire le peintre François-Xavier Fabre, et c'est grâce à lui, encore une fois, vous l'avez évoqué précédemment, mais c'est grâce à cette amitié, à ce compagnonnage artistique, que le musée de Montpellier a la chance de posséder un fonds de référence autour de cet artiste qui peut-être, et peut-être même sûrement, aurait disparu des écrans de l'histoire de l'art, en grande partie, s'il n'y avait pas eu cette place de certains de ces tableaux, toujours accrochés sur les 6 messes du musée pendant tout le 19e siècle et bien sûr le 20e siècle, et non des moindres d'ailleurs, puisque le portrait, vous le verrez tout à l'heure, le portrait de Coquens van Beek, les tableaux sur le thème de Vallombrosa ont vraiment été des images archétypales de Gauffier et archétypales de l'imaginaire européen à l'époque néoclassique, à la fin des Lumières. C'est-à-dire que Gauffier, même si les gens ne connaissent pas Gauffier, ils ont des références, des images mentales qui leur viennent à l'esprit, puisque grâce à Gauffier, finalement, le portrait du Grand Tour, vous savez, ces aristocrates anglais qui parcouraient la péninsule italienne au XIXe siècle, eh bien, ces aristocrates ont été immortalisés, d'une certaine façon, par Louis Gauffier, de façon très naturelle, très décontractée, finalement très proche de nous, parce qu'on les voit dans des poses, finalement, tout à fait spontanées. On se projette presque dans ces tableaux. Ils sont représentés devant les paysages de Toscane, ils sont représentés devant les monuments illustres de Florence, et puis il a fait rentrer dans l'imaginaire européen l'abbaye de Vallombrosa. Donc l'abbaye de Vallombrosa, qui est un des sites les plus fameux de Toscane, qui est situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Florence, qui était un lieu illustre depuis le Moyen-Âge, abbaye fondée au XIe siècle, très visité déjà par des artistes à la Renaissance et un peu après, très célèbre dans le milieu anglais parce que le poète Milton avait consacré dans son Paradis perdu au XVIIe siècle des vers célèbres que tous les Anglais avaient en mémoire. Quand ils étaient à Londres et qu'ils partaient pour l'Italie, ils avaient en mémoire les vers de Milton. Et ils voulaient tous aller à Vallombrosa. Ça, c'est absolument typique. Quand on lit les journaux de l'époque, il y a une espèce d'attraction incroyable pour les ermitages et les monastères des Apennins, mais particulièrement pour l'abbaye de Vallombrosa. Et Gauffier, avec énormément de vision, de naturel et de talent, a réussi à immortaliser ce site qui, bien sûr, est sans doute à la demande d'un Anglais d'ailleurs, et les toiles du cycle de Vallombrosa a été parties dans le nord de l'Europe et conservées dans une abbaye, cette fois-ci irlandaise, et les toiles ont été dispersées dans les années 70, début des années 70, et nous avons la chance, en 2008, d'avoir pu acquérir la dernière toile du cycle de Vallombrosa, qui, je le rappelle aujourd'hui, est dispersée entre Philadelphie et San Francisco, en Californie. Donc c'est une gloire immense de pouvoir reconstituer, c'est une chance inouïe de reconstituer ce cycle et de présenter à côté tout le matériel documentaire que Gauffier a réalisé durant son séjour pendant l'été 1796 à Vallombrosa.
Voilà, donc c'est une chance donc, de faire cette exposition, d'avoir aussi pu collaborer sur une équipe de chercheurs. Ce soir, il y aura la grande spécialiste italienne qui est professeure honoraire à l'université de Bologne, qui est Anna Ottani-Cavina, qui nous fait l'amitié de venir ce soir spécialement de Bologne pour cette inauguration. Elle a depuis une quarantaine d'années publié beaucoup d'articles savants dans des revues, dans beaucoup de publications. Elle vient de faire paraître d'ailleurs un livre, il y a 15 jours, en italien, sur Louis Gouffier. Et donc, c'est une équipe de chercheurs, avec Pierre Stepanov, qui depuis sa venue à Montpellier, s'est beaucoup intéressé et a beaucoup travaillé autour de cette période et de cet artiste. Et donc, c'est le résultat d'un travail qui, en 9 étapes, 9 sections, retrace un itinéraire artistique, mais au-delà de Gouffier, il y a toute une époque qui revit. C'est l'époque du Directoire, c'est l'époque de la Révolution, du Directoire. Les derniers jours dernières années de l'Ancien Régime d'abord, puisque ce Gouffier est né sous l'Ancien Régime, donc comme on l'a dit tout à l'heure, en 1762 à Poitiers. Pendant longtemps d'ailleurs, il y a eu de grandes incertitudes sur son lieu de naissance. Au XIXe siècle, les érudits se disputaient la naissance de Gouffier entre La Rochelle et Rochefort. Et c'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on a su, parce qu'on a retrouvé des traces, des archives bien sûr, que Gouffier était bien né à Poitiers, mais son père avait quitté Poitiers très jeune, s'était installé à Rochefort, où il était employé à l'arsenal de Rochefort. Donc bien évidemment, on a mis du temps à se rendre compte que Gouffier était de Poitiers, et finalement, pendant tout le XXe siècle, il y a eu une récupération progressive de la mémoire de Gouffier. Poitiers y a participé au lendemain de la guerre, donc à partir des années 50, 60, en achetant un certain nombre de tableaux, en recevant aussi des dépôts de l'État. Donc cette revendication de Poitiers a fait que Pascal Faracci s'est associé à la reprise de cette exposition dans un format réduit. Elle continuera sa route à Poitiers après Montpellier. Alors je disais que Gouffier était un compagnon de Fabre. C'est vrai qu'il est pris de Rome en 1784, Fabre en 1787, donc il est plus âgé de 4 ans par rapport au fondateur du musée. Et il se côtoie au sein de cette académie de France à Rome, qui est un lieu de prestige, un lieu d'enseignement, un carrefour un peu en Europe, où tous les artistes gravitent, il y a beaucoup de contacts internationaux, les Allemands, les Anglais, les Flamands. C'est dans ce milieu extraordinaire des années 80, juste avant la Révolution, donc qui caractérise Gouffier, son éducation et son intérêt précoce pour le paysage. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut noter, on va en reparler en visitant l'exposition, mais il y a déjà une sensibilité propre à Gouffier, qui n'est pas celle de David, qui n'est pas celle de Fabre, mais qui est vraiment quelque chose qui est singulier, qui est propre à Gouffier. C'est dire qu'au sein même d'une formation académique, il pouvait y avoir des sensibilités différentes qui s'exprimaient. Alors évidemment, il rentre à Paris en 1789. Vous me direz, il y a meilleure période pour rentrer à Paris qu'en 1789. Il y a la réunion des États généraux, il y a l'abolition des privilèges. Enfin, il se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'immigration, il y a évidemment beaucoup de clients qui quittent la France, les commandes sont à l'arrêt, le marché de l'art est perturbé. Finalement, il est agréé à l'Académie, mais il décide de rentrer à Rome, où il avait sans doute son amoureuse qui l'attendait, puisque une famille Châtillon, qui était employée de l'ambassade de France à Rome, à 2 pas du Palais Mancini, de l'Académie, il épouse Pauline Châtillon, qui avait été formée à la peinture, et en 1790, il aura 2 enfants avec Pauline, qui est elle aussi peintre. Et c'est vrai que cette carrière est perturbée dès le départ par les événements politiques. Gouffier est peu enclin à rentrer en France. Il émigre comme toute la fine fleur de l'école française en 1793 à Florence, avec Boguet, avec Gagnereau, avec Mérimée, enfin Fabre, bien sûr. Donc tout ce monde-là se retrouve à Florence, et ça c'est les hasards de l'histoire. Le grand-duc
accueille à bras ouverts tous ces artistes, parce qu'il se dit que finalement c'est une aubaine incroyable d'avoir à Florence cette fine fleur de l'école française formée dans les plus hautes instances à Paris et à Rome. Et donc c'est une chance inouïe, ils deviennent professeurs à l'Académie de Florence, Fabre, Gauffier, et puis il faut vivre. Et pour vivre, il faut les commandes de peinture d'histoire, c'est compliqué. Et Florence est un carrefour, une étape incontournable du grand tour italien, en particulier des aristocrates anglais qui font escale à Florence. Et Gauffier, de façon très, très fine, très judicieuse, a déjà vu qu'il y avait son contemporain qui s'appelle Sablé, qui est un peintre suisse, qui avait mis au point des formules d'un paysage plus décontracté, plus intimiste, de petits formats, donc des choses facilement transportables, facilement réalisables, et il se convertit au portrait intimiste, miniaturisé, de ces aristocrates anglais qui passent et qui font escale en Toscane. Ensuite, une fois que... Alors là, il y a deuxième événement politique, à partir de 96-97, c'est les campagnes d'Italie menées par Bonaparte. Et donc là aussi, c'est la rivalité avec les Anglais. Beaucoup de ces touristes anglais désertent la Toscane et Gauffier se convertit une deuxième fois à la peinture de portraits, portraits souvent de groupe. Et cette fois-ci, ce sont des fonctionnaires français employés du directoire ou des officiers qui gravitent autour des camps de Napoléon, enfin de Bonaparte. Le général Murat va s'intéresser à lui, il va lui acheter 2 tableaux. Mais cette conversion est aussi suivie d'un intérêt décuplé pour le paysage, d'où les vues de Vallombrosa dont j'ai déjà parlé en 96 et réalisées en 97. Et puis, malheureusement, Gauffier était de santé très fragile. En 1801, peu de temps après sa femme Pauline, il décède, laissant 2 orphelins, et à 39 ans. Et donc, beaucoup de ses amis peintres, dont Fabre, viennent en aide à ces 2 orphelins et achètent beaucoup de tableaux à l'atelier, des dessins. À Paris, en 1803, dans la cour carrée du Louvre, une grande vente est organisée pour venir en aide à la famille Gauffier. Et donc, ces tableaux sont dispersés, sont achetés par des peintres, vont rentrer dans des collections. À Montpellier, bon, ils vont être donnés par Fabre, on vous l'a dit un peu plus tard. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Gauffier est encore connu. Hein. En 1801, le frère de Bonaparte, Lucien Bonaparte, se renseigne et se dit quels sont les peintres à Paris, les ministres de l'Intérieur, quels sont les peintres français qui sont toujours en Italie et qui n'ont pas tellement de raison d'y rester, et que j'aimerais rappeler en France et qui serviraient l'honneur de la peinture française. Et dans la liste, il y a Fabre et il y a Gauffier. Donc Lucien Bonaparte avait flairé qu'il fallait les rappeler. Bon, malheureusement, à ce moment-là, Gauffier décède en 1801. Et donc, sous l'Empire, il est encore connu, il y a des tableaux qui étaient rentrés à Paris, mais c'est vrai qu'il aurait pu disparaître des écrans. Et c'est l'exposition à partir de 1828, lors de la création du musée de Montpellier, les 8 tableaux de Gauffier sont exposés en 28 par Fabre, dans ce musée, et sont montrés avec des dessins aussi pendant tout le 19e siècle. Voilà. Donc c'est ça qui a permis de sauver Gauffier, et encore une fois, c'est la redécouverte progressive au XXe siècle, avec des achats, avec des historiens d'art, avec Anna Otani-Gavina, avec de grandes expositions sur le néoclassicisme aussi, qui ont eu lieu à partir des années 70, et qui toutes ont présenté des Gauffier dans la sélection des tableaux. Voilà, donc Gauffier est vraiment présent. En fait, Gauffier est très connu pour certains de ses tableaux, que vous allez découvrir. Hein, le tableau de Minneapolis, par exemple, un des tableaux les plus célèbres, parce qu'évidemment, il montre Florence avec... ça fait rêver, hein, on a envie de tout de suite prendre un avion ou un train pour aller rejoindre tous ces voyageurs du Grand Tour pour se promener dans les rues de Florence. Donc c'est vrai que la gloire de Gauffier a persisté, mais je crois que les musées, les historiens d'art ont joué une grande part dans cette redécouverte, dans cette renaissance, et je crois que cette exposition en est la preuve. Elle était d'ailleurs très attendue depuis très longtemps par beaucoup d'historiens d'art,
d'où son label d'intérêt national que Agnès Robin vous a signalé précédemment. C'est vrai que c'est une récupération, une conquête aussi de toute la communauté scientifique, à travers le monde d'ailleurs, hein, puisqu'il intéresse beaucoup le monde anglo-saxon, européen et italien, bien évidemment. Voilà, donc je crois que c'est une exposition avec plus d'une centaine d'œuvres, peintures, dessins. Vous verrez aussi beaucoup d'artistes qui accompagnent autour de Gauffier pour contextualiser l'artiste, pour mieux comprendre aussi quelles sont ses sources, mais aussi ses influences. Et donc on a essayé de rendre vivant cet artiste avec, Agnès Robin vous l'a dit, des dispositifs numériques, hein, immersifs, qui permettent évidemment de suivre l'artiste et de le suivre à Rome, puis à Florence. Voilà, donc on va commencer l'exposition. Peut-être Pierre voulait dire un mot sur le tableau qui nous accueille. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est le premier tableau. On a choisi de placer ce tableau en premier puisqu'il vous permet de découvrir l'artiste, son épouse et leurs deux enfants. C'est un portrait d'une famille qui a été réalisé à deux mains puisque, comme vous le savez, Pauline, l'épouse de Louis, a été formée au dessin et à la peinture par celui qui allait devenir son époux quand elle était une jeune fille. Et donc on les retrouve ici à Rome. On est vraiment à un tournant de la carrière, juste avant le départ vers Florence. On voit une famille qui est bien installée, avec beaucoup de tendresse finalement dans ces échanges. Vous avez Louis à droite qui a été peint par sa femme, et Pauline à gauche qui a été peint par son mari. Donc il y a un côté un petit peu d'alliance amoureuse à travers la peinture. Et puis les deux enfants, au premier plan Louis qui a 3 ans, et au deuxième plan la petite Faustine. L'un est en train de manger une grenade et la seconde un beignet. Et en fait, vous avez un petit peu tout dans ce tableau. Vous avez l'intérêt très fort pour l'Antiquité qui traverse cette époque. Vous voyez ce petit temple derrière le lac. Là, on est dans les jardins de la ville borghese. Vous voyez ce fragment d'antique sur lequel Pauline s'appuie. On a aussi bien sûr le portrait. Ce tableau, c'est un portrait et c'est assez passionnant de voir que Gauffier, qui allait tellement s'illustrer dans le portrait, eh bien le premier portrait qu'il réalise, il le fait pour son plaisir, pour sa famille. Et puis on voit aussi déjà un goût très prononcé pour la nature. On est à l'époque du néoclassicisme, mais vous savez, les périodes, elles s'entrecroisent, et ce goût pour la nature annonce de manière très forte le romantisme, le jardin paysager à l'anglaise, que l'on voit déjà tout à fait ici en Italie. Et puis un autre aspect qui va beaucoup vous frapper dans cette exposition, c'est le caractère très précieux de la manière dont travaille Gauffier. C'est une touche extrêmement fine, c'est un peintre très appliqué, qui aime le petit format, parce qu'il aime justement ces effets d'étoffe, de matière, de brillance, ces couleurs séduisantes, ces plis très très recherchés. Vous allez le voir, c'est un artiste tout à fait raffiné. Et puis enfin, la tonalité de ce tableau, c'est une tonalité qui est douce, qui est sentimentale, qui est tendre. Vous savez que le plus grand artiste de cette époque, le plus célèbre, c'est David, un artiste plutôt viril, brutal, avec des sujets vertueux, très sévères. Et bien en fait, à la même époque, on a aussi tout un courant artistique, sentimental, qui valorise au contraire la douceur et la tendresse des sentiments. Et Gauffier en est un magnifique exemple qu'on va pouvoir vous faire découvrir. Un dernier mot sur ce tableau, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tableau, en fait, il est acheté, forcément il était dans l'atelier de la famille, c'est le portrait de la famille, et à la mort tragique de ce couple, à 3 mois d'écart, imaginez, la mère puis le père meurent à 3 mois d'écart en 1801, eh bien le tableau est acheté par le grand-duc de Toscane, en mémoire de cette famille, pour compléter la collection d'autoportraits, l'immense collection d'autoportraits que possèdent les grands-ducs de Toscane et qu'on peut voir encore aujourd'hui aux offices. Et donc ce tableau nous a été prêté par le musée des offices. Alors on va passer dans la